voudrais parler à Monsieur Kingsley, Monsieur Doras Kingsley. Vous avez un rendez-vous? Quel est votre nom? Philippe Marlowe. Marlowe. Je ne vois votre nom nulle part. Il est très difficile de voir Monsieur Kingsley si on n'a pas pris la précaution de solliciter un rendez-vous. Dites à votre patron que je viens de la part du capitaine Petersen. Monsieur Kingsley connaît le capitaine Petersen? La meilleure façon de le savoir est encore de lui poser la question. Monsieur Kingsley est en conférence. Donnez-moi votre carte. Je la lui remettrai dès que j'en aurai l'occasion. Vous avez de diablement jolies jambes. Je ne sais pas comment sont les vôtres, Monsieur Marlowe, mais j'aimerais qu'elles vous portent ailleurs. C'est ce qu'elles vont faire. Le bureau de Monsieur Kingsley, c'est celui-là. Mais il est en conférence, je vous ai... Monsieur Marlowe. Vous êtes bien Monsieur Kingsley. Qui diable pensez-vous que je sois? Intéressante, cette conférence. Mais de quoi vous mêlez-vous? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je suis détective privé. D'ailleurs, voici ma carte. Oui. Le capitaine Petersen m'a dit que vous aviez besoin de mes services. Capitaine Petersen? Oui, c'est le chef de la police de Los Angeles, section Hollywood. Bon, c'est parfait, Monsieur Marlowe. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Marlowe, je connais effectivement le capitaine Petersen et je lui ai demandé le nom d'un homme sûr pour un travail de confiance. Je suppose que vous ferez l'affaire, mais je vous avertis que je déteste les types qui essaient de jouer au plus fin avec moi. Je vous signale en outre qu'un homme que je paie travaille pour moi. Il fait exactement ce que je lui dis de faire, il la boucle. Autrement, il est saqué, c'est clair? Oh, on ne peut guère se montrer plus clair sans être parfaitement désagréable. Qu'est-ce que vous attendez au juste de moi, Monsieur Kingsley? Ça vous intéresse? Vous faites pourtant tout ce qu'un détective peut faire, non? Pas tout. Non seulement ce qui est suffisamment honnête. Bon, enfin, ne vous fâchez pas. Alors, voilà de quoi il s'agit. Ma femme a disparu et je désire que vous la retrouviez. Ok, je retrouverai votre femme. Vous pouvez me donner son signalement? Oui, Crystal avait... Enfin, je veux dire, elle a 30 ans. Elle est blonde, mince. Oui, je vois. Vous n'auriez pas plutôt une photo d'elle? Oh, si. Si. Merci. Voilà. Quand, Madame Kingsley, vous a-t-elle quitté? Crystal est partie pour la montagne au mois de mai. Nous possédons un chalet pas loin de Puma Point. Vous connaissez le coin? Un peu, oui. Notre Peacock est situé au bord d'un lac privé, Little Farm Lake. Nous payons un gardien, Bill Chess. C'est un pensionnaire de guerre. Et il habite là-haut avec sa femme. Et c'est ce Bill Chess qui vous a signalé la disparition de Madame Kingsley? Non. Le Crystal devait quitter le chalet pour me rejoindre ici à Los Angeles le 12 juin. Je ne l'ai jamais revu. Le 12 juin? Et nous sommes le 17 juillet. Bigre, qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps? Rien. Je vais vous dire pourquoi. Le 14 juin, très exactement, j'ai reçu ce télégramme. Posté à El Paso, à la frontière du Mexique. Tenez, lisez. Passe frontière pour obtenir divorce Mexique. Stop. Épouser Chris Lavery. Stop. Bonne chance et adieu. Stop. Crystal. Qui est ce Lavery? Ces salauds qui trouvent spirituel de coucher avec la femme de leurs amis et d'en faire tout un plat. Le type standard des briseurs de ménage. Toute sa cervelle dans sa belle gueule. Je l'ai eu quelque temps comme représentant dans mon affaire et c'est comme ça qu'il a connu Crystal. Qu'ils aillent au diable tous les deux. Mais c'est parfait ça, alors pourquoi courir après? Mais parce que le 1er juillet, le Prescott Hotel de San Bernardino, à 20 km de Puma Point, s'est mis en rapport avec moi. Il tenait à me signaler que Crystal avait laissé sa Packard dans leur garage et qu'il ne savait pas quoi en faire. Vous trouvez pas ça bizarre? Votre femme a pu filer pour le Mexique dans la voiture du gigolo? Oui, c'est ce que j'ai pensé tout d'abord. Moi, hier, j'ai rencontré Lavery. Il m'a affirmé qu'il n'était pas parti avec ma femme. Il m'a juré qu'il ne l'avait même pas vue depuis plus de 2 mois. Quelle raison avez-vous de croire ce type? Oh, ça l'aurait chatouillé agréablement de me lâcher le paquet en m'apprenant qu'il était parti avec ma femme. Oui, admettons. Combien d'argent Madame Kingsley pouvait-elle avoir sur elle? Elle aimait en avoir pas mal, mais je ne peux pas savoir au juste. Elle a son propre compte en banque et une assez jolie fortune personnelle. Avez-vous la gestion de ses affaires? Non. Oh, j'ai essayé. C'est pas drôle de voir 20 000 $ par an filer en gueule de bois et en ami du genre Lavery. Bon, je commence à avoir une idée de ce qu'est Madame Kingsley. Elle est jeune, jolie, casse-cou et enragée. Elle boit et elle fait des choses dangereuses quand elle a bu. C'est du gâteau pour les hommes. Et votre description colle depuis A jusqu'à Z. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais grimper faire un tour au chalet, à Puma Point.
Mais auparavant, je crois que je vais aller rendre visite à ce Lévry. Où perche-t-il, ce zèbre? En banlieue, 623 rue Altaïr, à Bay City. Christopher Lévry? Je suis monsieur Lévry, oui. Pourquoi? J'aimerais bavarder 5 minutes avec vous. Voici ma carte. Désolé, mon vieux. Pas besoin de détective aujourd'hui. Je travaille pour Duras Kingsley. Allons, ne faites pas cette tête-là. Vous savez très bien que je vais vous poser des questions et que vous y répondrez gentiment. Figurez-vous que j'ai même un télégramme à vous faire lire. Un télégramme qui vient d'El Paso. Ça va, j'ai compris, entrez, faites comme chez vous. Merci. Mais dites-moi, c'est gentil ici. Mais pas même ça, oui. Oui, je vois. Dites-moi, Lévry. J'aimerais savoir pourquoi vous ne voulez pas nous dévoiler l'endroit où se trouve Crystal. Non, parce que vous pensez bien que de toute manière, nous la retrouverons. Mais si vous vidiez votre sac maintenant, on ne vous embêterait plus. Pour m'embêter, il faudrait autre chose qu'un flic privé. Mais non, c'est bien suffisant. Un flic privé peut embêter n'importe qui. Il est collant, habitué à se faire envoyer au bain, et payé pour ça. Ouais. Et si vous le prenez par les sentiments, je vais tout vous dire. Je connais le contenu de votre télégramme à la noix. Et ça ne colle pas du tout. Ah. D'abord parce que j'ai jamais mis les pieds à El Paso avec Crystal Kingsley. Ensuite parce que ce machin est daté du 14 juin et que je n'ai pas vu Crystal depuis le mois de mai. Je l'ai d'ailleurs dit à Kingsley. Il n'est pas forcé de vous croire. Pourquoi lui mentirais-je? Crystal est libre? Ses maris propriétaires me font mal quelque part. Mais si vous n'étiez pas avec elle à El Paso, pourquoi aurait-elle envoyé ce télégramme? Tu penses que c'est une blague? Crystal a toujours un tas de trucs comme ça en réserve. Oui. Tous sont idiots, mais quelques-uns sont dangereux. Et puis, peut-être que ce télégramme était une idée à elle pour me faire revenir. Mais moi, je l'avais plaqué. J'étais écœuré par cette femme. Ah, j'aime pas beaucoup ça. J'aurais préféré que vous soyez allé avec elle à El Paso. Là, vous vous seriez disputés, séparés. Vous ne pouvez pas me raconter l'histoire de cette façon-là. Mais bon Dieu, puisque je vous affirme que je ne suis allé avec elle ni là ni ailleurs. Ça ne peut pas vous entrer dans le crâne, non? Ça y entrera quand je le croirai, Lévry. Alors vous persistez à penser que je vous ai menti? Ah, menti! Non, menti, c'est beaucoup dire. Je crois simplement que vous en savez long sur l'affaire, mais que vous préférez garder ça pour vous. C'est dommage, Lévry. Très dommage. Car je vais être obligé de revenir vous voir. Et je vous préviens que cette fois, ce ne sera plus pour avaler des bobards. Je reviendrai parce que j'aurai trouvé des choses dont il faudra que nous parlions longuement. Allez vous faire voir. Je n'y manquerai pas, monsieur Lévry, je n'y manquerai pas. Commissariat de police de Bay City. Je vous écoute. Je suis le docteur Almore. J'habite au 620 rue Altaïr. Je voudrais parler au lieutenant de Garmos. C'est très urgent. Allô? Lieutenant de Garmos à l'appareil. Qu'est-ce qu'il y a de cassé, docteur? Je suis inquiet, lieutenant, très inquiet. Il y a un détective privé qui est en train de m'espionner. Il est là devant la maison, ça ne peut plus durer. Il faut que vous interveniez. Je ne voudrais pas vous vexer, docteur Almore, mais je trouve quand même que vous avez la panique facile depuis quelque temps. Depuis 1 an et 2 mois, lieutenant. Et vous savez aussi bien que moi pourquoi. Doucement, docteur Almore, ne vous énervez pas. Qui est ce type? Comment savez-vous que c'est un privé? Faites-moi le plaisir de ne pas me prendre pour un imbécile, lieutenant. J'ai relevé le numéro de la voiture de ce type et j'ai appelé l'Automobile Club. Il s'agit d'un détective privé qui s'appelle Philippe Marlowe. Tiens. Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait croire que ce Marlowe s'intéresse à vous? Il est arrivé il y a environ 1 heure. Il a examiné toutes les maisons de la rue et il s'est introduit dans celle de Lavry, juste en face de chez moi. Chez Lavry? Alors c'est peut-être à lui qu'il en a? Je vous jure que c'est bien moi qui l'ai pile, lieutenant. Marlowe est resté très peu de temps chez Lavry. Depuis qu'il est sorti, il attend dans la rue. Mais non, lieutenant, Lavry est parti et cet individu ne l'a pas suivi. Je vous répète qu'il attend toujours. Ça va, docteur. Buvez un coup pour vous remettre. Moi, je vais vous débarrasser de ce Marlowe en 3 coups de cuillère à peau. On attend quelqu'un? On cherche quelqu'un? C'est moi qui pose les questions. Un flic? Ah, pardon. Non, je me demandais ce que voulait dire cette comédie. Maintenant, j'y suis. Quelle comédie? Si vous croyez que je n'ai pas observé la pantomime de ce piquet derrière sa fenêtre, venir me regarder, téléphoner, revenir me regarder, retéléphoner. Qu'est-ce qu'il chiffonne, ce bon docteur?
Faut qu'il en ait gros sur la patate pour appeler les flics dès qu'on stationne dans la rue. Montrez-moi votre permis de conduire. Il vous arrive parfois de sortir votre plaque ou bien vous pensez que vos manières suffisent à prouver que vous êtes bien de la police? T'as des papiers? Si vous le prenez comme ça. Voici ma licence de privé. Puis-je voir votre plaque? Lieutenant détective de Garmeau. Ravi de vous connaître, lieutenant. Ça va comme ça, Marlowe. Dites-moi plutôt ce que vous faites ici à surveiller la maison du docteur Almore. Je n'ai jamais entendu parler du docteur Almore, ni d'aucune raison de le surveiller. Alors, qu'est-ce que vous fricotez? Dites donc, c'est pour la famille de sa femme qui vous paye par hasard. Quelle femme? Ne faites pas l'idiot, la femme du docteur. Parce que je vous signale que le dernier qui a essayé ce truc-là s'est retrouvé en tôle. Parfait, à moi le crachoir. Je ne connais pas le docteur Almore. Je n'ai jamais entendu parler de lui et il ne m'intéresse absolument pas. Je suis venu ici pour attendre un ami et regarder le paysage. Et maintenant, si ça ne vous plaît pas, on peut aller s'expliquer au commissariat devant le capitaine de service. C'est pas des bourgs? C'est pas des bourgs. Bon, ça va. De toute façon, Almore est cinglé. Alors? Alors, rien. Mais barrez-vous quand même. Barrez-vous avant que je ne change d'avis. Sortez de notre district et vous n'aurez pas d'ennui. Alors, Marlowe, des résultats? J'ai rencontré Lavery. Oui. Ça ne m'a pas appris grand-chose et je persiste à croire à ma théorie. Ils se sont fait une scène à tout casser, ils ont rompu, mais Lavery espère encore se remettre bien avec votre femme. Alors il doit savoir où elle est. C'est possible, mais c'est pas évident. À propos, il m'est arrivé une aventure plutôt bizarre dans la rue où habite Lavery. Vous savez qu'à l'extrémité de la rue Altaïr, il n'y a que deux maisons. Oui. Une à Lavery, l'autre à un certain docteur Almore. Oui. Eh bien, ma présence devant chez lui a tellement inquiété le docteur qu'il a appelé les flics. Mais il croyait que la famille de sa femme le faisait surveiller. C'est vraiment une curieuse coïncidence. Je connais Almore. C'est un drôle de type. Un de ces docteurs qui court toute la nuit avec une boîte de morphine sous le bras pour calmer les ivrognes qui voient double. Il a soigné Cristal pendant un certain temps. Ou bien contre mon avis d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que la famille de sa femme le ferait surveiller? C'est une vieille histoire, une sale histoire. Florence Almore est morte il y a de ça 1 an et quelques mois, asphyxiée au gaz. L'enquête officielle a conclu au suicide, mais bien des gens ont eu des doutes, à commencer par sa famille à elle. Et d'autant plus que l'infirmière du docteur, une petite blonde avec laquelle il couchait plus ou moins, a disparu le lendemain, que personne ne l'a jamais revue. Décidément, les petites blondes m'ont l'air d'avoir une fâcheuse tendance à disparaître. Comment s'appelait-elle, cette infirmière? Comment voulez-vous que je sache, moi? Attendez, Muriel, quelque chose, ou Mildred... j'en sais rien. Puis je ne vois pas le rapport avec le travail dont je vous ai chargé. Je vous paie pour retrouver ma femme et pas pour étudier l'état des nerfs du docteur Almore. Ok. Je pars pour Puma Point. Hey! Y'a quelqu'un? Ce que c'est? Monsieur Bill Chess. C'est moi? Voici une lettre de Monsieur Kingsley qui m'autorise à visiter sa maison. Ça m'a l'air correct. Eh ben, mais ravi de vous connaître, Monsieur Marlowe. Je suis justement en train d'aérer. Voyez si c'est bien installé, hein? Faut dire que ça a coûté chaud. Pas loin de 10 000 $, à ce qui paraît. Hein? Ouais, ça, j'avoue que c'est un joli morceau. Dites donc, mon vieux, vous devez sûrement pouvoir me renseigner. Est-ce que les lits sont bons? Et un coup de poing dans la gueule, ça vous arrangerait? Est-ce que les lits sont bons? Non, mais des fois... Vous croyez que je peux pas reconnaître un flic à l'odeur quand j'en vois un? Alors Kingsley se paye un détective pour monter ici et voir si je porte ses pyjamas. Mais quel sacré mot je vous pique. Je ne suis pas ici pour enquêter sur votre vie amoureuse. Oh, désolé, Monsieur Marlowe. Comprenez, j'ai dépassé le plafond la nuit dernière et j'ai une gueule de bois comme 25 Polonais. Que voulez-vous, quoi? Je vis seul ici depuis 1 mois. Pas de copains et pas de femmes. Surtout pas de femmes. Bien, Kingsley m'avait pourtant dit que vous étiez marié. Oui, j'étais marié. Mais Muriel m'a quitté. M'a quitté depuis 1 mois. Le vendredi 12 juin. Oh, je vous jure que je me souviendrai de cette date-là. Bon, mais vous vous fichez bien de Muriel. Après tout, vous la connaissiez pas, non? Bon, votre histoire ne me regarde pas, mais si ça peut vous faire du bien d'en parler... Oh, vous êtes un chic type. Je sens qu'on va être copains tous les deux. Mais je vais vous raconter. C'était une chouette gosse, Muriel.
Je l'avais rencontrée dans une boîte de Riverside il y a 1 an et 2 mois. On s'est mariés. J'étais fou d'elle. Oh, et vous savez comment ça se passe avec le mariage. Hein, au bout de quelque temps, un salaud dans mon genre, ça veut du changement. Oui, oh, je sais comment ça se passe. Ouais, ben, voilà qu'un beau jour, je vais chercher l'autre. Crystal Kingsley, la femme du patron. Une prétentieuse dont je me fiche comme d'une guigne. C'est arrivé comment? Oh, ben, je suis là-bas un matin occupé à brûler des ordures. Et elle s'amène avec un pyjama, oh, si mince qu'on voyait le rose de sa peau à travers. Oh, puis... Vous m'avez demandé, tiens, si les lits étaient confortables, et ça m'a fichu en rogne. Eh ben oui, le lit où j'étais, il était très confortable. Oui, oh, pas besoin de faire un dessin pour la suite, vieux. Muriel a compris, elle est partie, hein? Oh, la nuit même. J'étais pas à la maison. Je me sentais trop moche pour rester. Ah, j'ai filé. Je me suis cuité à mort. Oh, ça m'a pas tué, et ça m'a pas soulagé. Je suis revenu vers 4 heures du matin. Muriel était partie avec ses valises. Elle avait juste laissé un petit mot sur le bureau et un peu de crème de beauté sur l'oreiller. Et qu'est-ce qu'il disait, le petit mot? Oh, ça, je peux vous le réciter, c'est pas long. Je regrette, Bill, mais j'aime mieux mourir que de rester avec un type comme toi, Muriel. Moche. Ah. Et Crystal Kingsley? Oh, j'en sais rien. Elle a dû plier bagages et partir la même nuit, je l'ai pas revue. Et j'ai pas envie de la revoir. Madame Kingsley n'est pas rentrée à Los Angeles depuis son départ d'ici. Son mari ne sait pas où elle est. Et il vous a envoyé la chercher. Oh, bon Dieu, ma première idée était la bonne. Un flic, hein? Et comment que je l'ai ouverte? Et comment je lui ai pleuré sur l'épaule? Quoi, oh. Je peux respecter une confidence aussi bien qu'un autre. Mais dites, c'est vrai? Cette petite garce de cristal a mis les voiles? Ça en a tout l'air. Bon, puisqu'elle n'est pas ici, je vais aller la chercher ailleurs. Dommage. Le coin n'est pas mal. Oh. Il y a du poisson dans ce lac? Oh, quelques vieilles truites. Pas d'alevin. J'ai toujours aimé la pêche, moi. Sans blague, il faudrait que je revienne. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin qui se balade entre deux eaux? Oh, c'est sûrement grand-mère. Ah oui, une truite qui se prélasse là-dedans depuis des années. Elle devrait avoir honte de prendre tellement de lard. On peut toujours se tromper, mais si ce truc-là est une truite, moi je suis un gardon. Passez-moi un pavé. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Le jeter dans l'eau, créer un remous. Pour une truite, elle est pas nerveuse. Mon Dieu, Marlowe! On dirait un bras. Ferme-la. Et donne-moi une autre pierre. Non, pas la peine, ça remonte. Bouge pas. Ça remonte lentement. Dis donc, Bill. Tu savais que ta femme était au fond du lac? Faudrait voir le shérif Patton. Tu le vois, fiston? Je viens de repêcher une femme dans le lac. Non, ne me félicitez pas. Elle est morte. C'est ennuyeux, ça. Je la connais? Oui, vous devez la connaître. C'est une certaine Muriel. La femme de Bill Chess. Ah, une petite blonde pas vilaine du tout, oui. C'est un suicide? Ça en a l'air. Elle avait laissé une lettre disant qu'elle s'en allait, mais ça pouvait aussi bien être l'annonce d'un suicide. En tout cas, il a dû rester 1 mois dans l'eau et elle n'est pas jolie à voir. On reconnaît quand même ses cheveux blonds et un collier de perles vertes qu'elle portait le jour de son départ. Oui. Qu'est-ce que dit Bill? Bill. Bill n'est pas beau à voir non plus. Pour le moment, il est affalé à côté du corps et il est occupé à demander pardon à Muriel. En fait, ils se sont disputés il y a 1 mois. Bill est allé faire un tour et... quand il est revenu, Muriel n'était plus là. Je vois. Mais au fait, qui es-tu, fiston? Je m'appelle Philippe Marlowe. Voici ma licence. Doras Kingsley m'a chargé de retrouver sa femme qui fait une fugue. Elle a filé la nuit même où Muriel Chess s'est jetée à l'eau. Ah, à propos de Muriel. Il y a environ 6 semaines, un flic de Los Angeles est venu ici. Mais une espèce de grosse brute mal embouchée qui disait s'appelait Jim DeSoto. Il n'a plu à personne dans le coin et on lui a rien raconté du tout. Il nous a dit qu'il recherchait une femme nommée Muriel Haviland et il nous a promené une photo sous le nez. Oui, un agrandissement. La femme qui était étalée dessus avait les cheveux roux et les sourcils épilés. Mais elle ressemblait drôlement à Muriel Chess.
Seulement, elle lui ressemblait tout de même pas assez pour que je réponde oui à un type qui ne me parlait pas poliment. Hein. Dites-moi, comment était-il balancé, ce De Soto? Ce ne serait pas par hasard un grand type couvert de taches de rousseur? Avec une grosse figure ravagée et des yeux bleus? Un bleu métallique? Ouais, on croirait que c'est ton meilleur copain, fiston. Votre Jim De Soto de Los Angeles ressemble comme un frère à un flic de Bay City. Un certain Jim DeGarmo, avec lequel j'ai déjà eu une petite conversation pas amicale du tout. Tout ça, c'est trop compliqué pour moi, fiston. De toute manière, ce n'est pas le moment de réfléchir. Moi, il faut que je monte au chalet. Bon courage. Enfin, si vous avez besoin de moi, shérif, vous pouvez me joindre à San Bernardino, au Prescott Hotel. Ouais. Alors, vous voulez m'envoyer le chasseur? Avec de la bière, 2 verres et de la glace. Merci. Oui. Entrez! Voilà votre bière, monsieur Marlowe. Merci. Tiens, pose-la là. Comment va ta mémoire? Pas entraîné. Fichtrement pas entraîné. Ouais. Et si je paye l'entraînement? Ah, ça c'est autre chose. Et ce sera un bon placement. $20 et je gagne le grand steeple. D'accord pour $20. Qu'est-ce que tu faisais le vendredi 12 juin? Tard dans la soirée, ou vers minuit. Attendez. Si c'était un vendredi, j'étais de service ici de 6h à minuit. Le 12 juin, une femme est descendue ici. Elle était jeune, mince, blonde, et elle est restée ici en attendant le train de nuit pour El Paso. Ah ben mince, alors avec un portrait pareil, elle aurait pu m'intéresser. T'excite pas, vieux. En arrivant ici, la femme dont je te parle conduisait une Packard Clipper, immatriculée au nom de Crystal Kingsley, 965 Beverly Hills. Sa voiture est encore ici au garage, tu me suis? Bon, je veux savoir si c'est toi qui as inscrit cette fille à son départ. Ah non. Et ceci pour la bonne raison qu'elle n'est jamais passée au bureau. Mais je me souviens de la Packard. La femme m'avait donné $1 pour garer sa bagnole et surveiller ses bagages jusqu'à l'heure du train. De quoi avait-elle l'air, cette femme? Une jolie blonde, juste comme vous me l'avez dit. Elle portait un tailleur noir et blanc avec un panama qui avait un ruban noir et blanc. Elle a dîné à l'hôtel et puis elle a pris un taxi pour aller à la gare. Je me souviens que c'est moi qui ai mis les bagages dans le taxi. Dites donc... Ouais. Vas-y, si t'as un détail qui te revient, te gêne pas. Et je crois bien que m'a rappelé que la fille était pas seule. En tout cas, un type lui a parlé dans le hall et a dîné avec elle. Ils se sont quittés après le dîner? Non, et ils ont pris le taxi ensemble. Ah, puis il y a un petit truc marrant à cause duquel je me souviens de lui. J'ai eu l'impression que la dame n'avait pas aimé qu'il l'aborde si ouvertement dans le hall. Comment était-il, ce type? Le genre tombeur, si vous voyez ce que je veux dire, c'est... là, grand, bien bâti, le vrai beefsteak ambulant, un gigolo, quoi. Ce Lavry est peut-être le consolateur de toutes les blondes en détresse. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est sourd comme un pot. Il a laissé sa porte ouverte. Sourd et cinglé. C'est complet. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Vous êtes venu faire un carton? Si vous approchez, je tire. Je vous assure que je tire. Détournez ce revolver de mon estomac. Ça me rend nerveux, ces trucs-là. Et soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas imaginer les ennuis qu'on s'attire quand on descend un type dans une maison qui ne vous appartient même pas. Je suis ici chez moi. Ah, je suis navré. Je croyais me trouver chez un certain Lévry. C'est pareil. Oui, je vois. Et moi qui étais persuadé que Lévry n'aimait que les blondes. Oh, mais vous êtes un insolent. J'ai eu tort d'entrer ici en l'absence de Monsieur Lavry. Il sera furieux. Mais il sera encore plus furieux si vous laissez un cadavre sur le tapis. Un cadavre sur le tapis? Vous ne voulez pas dire? Mais ce tapis a coûté $200. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis Madame Falbrook, la propriétaire. Dites-moi, vous venez toujours avec un revolver à la main pour toucher votre terne? Ce revolver? C'est drôle, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé dans l'escalier. Je suis montée au premier, j'ai appelé, j'ai regardé dans la chambre à coucher. Et le revolver? Oh, tenez, prenez-le. Vous me feriez plaisir. J'ai toujours eu peur des armes à feu. Merci. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Avant de menacer les gens avec un revolver, Madame Falbrook, assurez-vous au moins qu'il est chargé. Celui-ci est vide. Ah oui? C'est vraiment étrange. Vous partez? Oh, bien sûr, j'ai autre chose à faire qu'à attendre mes locataires. Vous restez là, monsieur?
Oui, je crois que je vais attendre encore un peu l'Avery. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Kingsley? On ne demande pas à l'employé qu'on paye s'il a découvert du nouveau? C'est inutile, Marlowe. J'ai eu des nouvelles de Crystal. Moi aussi, figurez-vous. J'ai eu des nouvelles de Crystal de madame Kingsley. Seulement, la carte de visite qu'elle a laissée à mon intention, c'est un cadavre tout chaud. Le cadavre de l'Avery. Non, vous voulez pas dire que Crystal a tué l'Avery? Oh non, Crystal, c'est pas possible. C'est un coup dur pour vous, Kingsley. Pas d'attendrissement. Voilà où j'en suis. Votre femme a quitté Puma Point le 12 juin. C'est d'ailleurs la même nuit que Muriel Chess s'est suicidée. Muriel Chess? Laissons de côté, pour l'instant, les deuils de la famille Chess. Crystal est descendu jusqu'à San Bernardino et elle y a rencontré l'Avery. Ça, c'est du certain. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas agir, faire quelque chose? Non. Il faut d'abord que vous m'écoutiez et que vous cessiez de vous agiter, hein. Étant sûr et certain que Crystal et l'Avery s'étaient vus le 12 juin, je suis retourné chez l'Avery pour lui demander ce qui s'était passé après leur rencontre à San Bernardino. Oui. Je sonne donc chez l'Avery, pas de réponse. Je monte au premier. Il y a des preuves nombreuses qu'une femme a passé la nuit dans la chambre de l'Avery. Pyjama, parfum, poudre et le reste. La salle de bain est fermée. Je l'ouvre. 3 douilles vides sur le plancher. 2 trous dans le mur. Un carreau cassé. Et derrière le rideau de la douche, l'Avery. Nu et mort. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est Crystal qui l'a tué? Votre femme possède un revolver? Mais oui, mais Un Smith & Wesson automatique avec la crosse en nacre et des initiales gravées dessus. Marlowe, c'est effrayant. Crystal avait un permis pour ce revolver, il est enregistré. Il faudra pas 10 minutes aux flics pour retrouver à qui il appartient. Je le sais bien. Marlowe, ce revolver ne doit pas rester chez l'Avery. Il faut aller le chercher avant que la police ne découvre le corps. Pas question. D'ailleurs, il y a des tas d'autres indices qui conduiront directement à votre femme. Mais... Elle a dû laisser ses empreintes partout. Puis son costume blanc et noir avec son petit chapeau assorti est pendu dans le placard. Ce costume, le chasseur du Prescott Hotel me l'a décrit hier. Si je vous fais un chèque, Marlowe, combien voulez-vous? 500$? Ah, inutile, je ne couvrirai pas un meurtre. Je suis déjà en situation irrégulière pour avoir attendu tout ce temps avant de prévenir la police. 1000$ pour que vous alliez rechercher ce revolver. N'insistez pas, mon vieux. Dites-moi plutôt ce que vous savez. Vous avez vu votre femme? Que vous a-t-elle dit? Elle a appelé le bureau par téléphone il y a une demi-heure. Elle n'a pas voulu me parler, elle m'a fait faire la commission par ma secrétaire. Alors? Elle veut de l'argent pour quitter la ville. Vous comprenez, c'est aujourd'hui samedi et toutes les banques sont fermées. Ouais, si je comprends bien, elle ne peut pas attendre lundi pour filer. Donc, elle sait que les flics sont à ses trousses. Elle le sait alors que la police n'a pas encore découvert le cadavre. J'aime pas ça. Mais moi non plus. Où est-elle? Quelque part dans Bay City. Elle n'a pas voulu dire où. Comment était-elle au bout du fil? Nerveuse? Non, très calme, d'un calme glacial, paraît-il. Elle se rendait compte que je ne viendrais pas moi-même, que l'argent serait apporté par quelqu'un qu'elle ne connaîtrait pas. Moi, comprenez, je ne veux plus la voir. Je reste même pas en ville cette nuit. Je vais monter m'enfermer dans le chalet à Puma Point. Bon. Si je ne me trompe pas, c'est encore moi qui vais être chargé de l'accorder. Écoutez, vous lui remettrez cette enveloppe. Il y a 500$. C'est tout ce que j'ai pu trouver avec cette fichue fermeture des banques. Et comment est-elle supposée me reconnaître? Vous allez mettre cette écharpe qui m'appartient. Ma secrétaire le lui a décrite au téléphone. Crystal passera au bar du Pan sur Arguello Boulevard à Bay City. Barman, mettez-moi un whisky. Si vous en commandiez 2 et que vous les fassiez servir là-bas dans le box, vous ne croyez pas que ce serait aussi bien? D'accord. Alors, barman, ce sera 2 whisky à la table du fond. C'était idiot de choisir ce bar. Il y a foule, j'ai failli me faire raccrocher 3 ou 4 fois par des types. Enfin, ça n'a pas d'importance. Donnez-moi l'argent. Je voudrais savoir qui vous êtes. Vous savez qui je suis. Combien m'apportez-vous? Il y a 500$ dans cette enveloppe. Les banques étaient fermées et Kingsley n'a pas pu faire mieux. Ce n'est pas assez. Enfin, donnez-moi cette enveloppe quand même et je file. Ça fait une éternité que j'attends dans le coin. 1 minute. Où pourrons-nous parler? Nous n'avons rien à nous dire. Donnez-moi l'argent et allez-vous-en. Ah non. Ah non, ce serait trop facile. J'ai pris un risque, ça me donne le droit de savoir ce qui se passe et où nous en sommes. De quoi voulez-vous que nous parlions? Eh bien, mais de vous, de ce que vous avez fait, des endroits où vous avez été, et de ce que vous comptez faire. Il y a 2 choses que j'aimerais. Que vous me donniez l'argent et que vous me laissiez me débrouiller seul pour le reste. Pas question. Très bien.
Si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. J'habite à l'hôtel Granada, à 2 pas d'ici. Chambre 618. Je préfère y aller seule. Et venez me rejoindre dans 10 minutes. Je me faisais une idée très différente de vous d'après la description de Kingsley. D'après celle de Lavery également. Je vous ai dit que je n'avais pas de temps à perdre. Comment vous faire entrer ça dans le crâne? Aucun moyen. Voyez-vous, Kingsley m'a engagé pour vous retrouver. Sa secrétaire me l'a dit au téléphone en m'expliquant le coup de l'écharpe. Donc je suis un peu au courant de vos déplacements. Je sais que vous aviez décidé de passer un mois à Puma Point pour vous remettre les idées en place. Ce mois, vous l'avez effectivement passé là-haut. Le 12 juin, vous deviez rejoindre votre mari à Los Angeles. Au lieu de ça, vous avez laissé votre voiture au Prescott Hotel de San Bernardino, puis vous avez rencontré Lavery, puis vous avez envoyé un télégramme d'El Paso. Bon, qu'avez-vous fait ensuite? Tout ce que je vous demande, c'est l'argent qu'il m'a envoyé. Je ne vois pas en quoi mes déplacements vous concernent. Cette discussion est inutile. Ah non, mais je ne tiens pas à discuter, moi. Je veux que vous parliez. Si vous voulez l'argent, il faudra parler. Et vous le savez très bien. Bon. Je suis allée à El Paso avec Lavery. J'ai envoyé ce télégramme, c'est vrai. Je pensais épouser ce type et puis j'ai changé d'avis. J'ai demandé à Lavery de rentrer chez lui et de me laisser. Évidemment, il a fait une scène, mais il est parti. Oui. Je suis allée à Pasadena, ensuite à Santa Barbara, ensuite à Hollywood. Oui. Puis je suis rentrée ici. Vous me suivez? Oui. Mais je n'ai pas l'impression que je vous crois. Donnez-moi mon argent et fichez le camp. Oui, tout de suite. Dites-moi, lorsque vous avez quitté Little Found Lake, est-ce que ce n'était pas à cause de Muriel Chess? Bonté divine, Muriel Chess? Cette petite idiote au visage de bois, qu'est-ce que j'ai à voir avec elle? On a retrouvé Muriel dans le lac. Elle s'y trouvait depuis un mois. Oh, si vous croyez me surprendre. Muriel, noyée dans le petit lac bleu. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir beaucoup. Je la connaissais à peine, cette fille. Et puis, elle était très renfermée. Dites-moi, vous avez pourtant bien dû connaître une Muriel. Muriel Haviland. Ça ne vous dit rien? Mais si, voyons, l'infirmière du docteur Almore. Celle qui a pris la fuite après la mort équivoque de Mrs. Almore. Je ne saisis pas le rapport. Si c'est une devinette, je vous avertis que je n'ai jamais su y répondre. Muriel Chess n'était autre que Muriel Haviland. L'infirmière qui en savait trop long sur ce suicide truqué. C'est bien possible, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? La vie est faite de coïncidences bizarres, voilà tout. Mais oui, voyons, je veux bien croire que le mariage de Muriel avec Bill Chess n'était qu'une coïncidence. Admettons encore que vous n'ayez pas reconnu cette fille. Mais Lavery, son voisin d'en face. Hein? Quelle tête a-t-il fait en la retrouvant à Little Found Lake? La tête qu'il faisait chaque fois qu'il voyait une blonde. Rien de plus. Les gens se sont lourdement trompés sur votre compte. Ils vous ont décrite comme une petite gourde écervelée incapable de se contrôler. Ils se sont bien fichus dedans. C'est tout? Non, vous avez également très bien joué le personnage de Mrs. Falbrook. Vous vous souvenez? La propriétaire un peu dingue. Non, tout de même, en y repensant, je crois que c'était un peu chargé. Mais sur le moment, j'ai marché. Je vous ai laissé filer alors que vous veniez de descendre Lavery. Vous avez l'esprit lent, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop bête si on vous laisse le temps de réfléchir. Dites-moi ce que vous allez faire au juste. Vous emmenez voir les flics. Ce sera un vrai plaisir. Vous ne le ferez pas. Ah, parce que Kingsley m'a chargé de te protéger, hein? C'est vrai qu'il m'a demandé de protéger sa femme. Mais espèce d'idiote. Il y a longtemps que j'ai compris que... Oh! Lieutenant de Garmont, je suis le sergent Brown de la voiture numéro 8. C'est nous qui avons été dirigés ici lorsque le commissariat a appris qu'il y avait un meurtre à l'hôtel Granada. C'est bon. Vous êtes monté? Comment est-ce que ça se présente? Pas joli. Une femme assassinée dans la chambre 618. Une brune. Mais elle est étranglée, la poupée. On a coincé son assassin. L'assassin? Et vous attendez? Il était évanoui, couché sur la carpette. Mon collègue est resté dans la chambre pour avoir l'œil dessus. D'ailleurs, il est encore groggy. C'est bon, je monte. Vous pouvez descendre rejoindre votre copain, sergent. Je suis sûr que M. Marlowe est décidé à se tenir tranquille maintenant.
N'est-ce pas, monsieur Marlowe? Vous êtes devenu muet, monsieur Marlowe. C'est le meurtre qui vous fait cet effet-là? Curieux. Oui. Curieux, hein? Assez de plaisanter, fouineur. Je savais bien que les types dans ton genre ne sont là que pour nous attirer des ennuis. Vous l'aviez même dit. Juge un peu du tableau. On nous téléphone au commissariat pour nous signaler qu'une femme a été assassinée dans la chambre 618 Hôtel Granada. J'envoie la patrouille et qu'est-ce qu'elle trouve? Cette fille-là, étranglée, et toi sur le tapis, évanouie ou ivre-mort. Vous n'êtes pas forcé de me croire, lieutenant de Garmo. Et d'ailleurs, vous n'avez probablement pas envie de me croire. Mais je vais quand même vous dire les choses comme elles sont. J'étais en train de bavarder tranquillement avec Madame Kingsley quand un type est sorti de derrière ce rideau, là, et m'a assommé. Ce qui s'est passé ensuite, je n'en sais rien. Mais d'après ce que je vois, le type n'a pas perdu son temps. Tu l'as vu, le type? Non. Écoute, Marlowe, ce crime, c'est du gâteau pour moi si je peux le résoudre avant que les flics de Los Angeles ou la police d'État ne viennent y fourrer leur sale nez. Alors, donnant. Je t'évite le passage à tabac qui t'attend, mais tu me racontes tout ce que tu sais. Prenez cette écharpe. Pourquoi? Parce que j'ai vu que Kingsley la porter pendant qu'il me donnait l'argent que je devais remettre à sa femme. Où habite-t-il, ce Kingsley? Parce que s'il y a une chose que je sais faire, c'est bien de faire parler les gens. Il m'a dit qu'il allait coucher à Puma Point, dans un chalet qu'il possède au bord du lac. Bon. Filons. On peut prendre ta bagnole. Oui. Je vais d'abord téléphoner à Patton, le shérif de Puma Point. Il aura l'œil sur Kingsley pendant que nous ferons le trajet jusqu'à Little Farm Lake. Bonsoir, shérif. Bonsoir. Voici le lieutenant de Garmo de la police de Bay City. Lieutenant, je vous présente le shérif Patton. Ravi de vous revoir, lieutenant. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous portiez une espèce de pseudonyme. Ne perdons pas de temps, grand-père. Oui, Kingsley. Ne vous inquiétez pas, il s'est saoulé et il cuve. On l'entend ronfler d'ici. Dites-moi, lieutenant, c'est moi qui vous ai téléphoné hier pour vous annoncer la mort de Muriel Chess. Mais si, je me souviens même que vous avez eu l'air surpris. Mais comme c'est moi qui suis chargé de l'enquête sur sa mort, je tiens à savoir pourquoi la police de Bay City la recherchait. Aucun rapport avec sa mort. Elle était recherchée pour le meurtre de la femme de son patron, le docteur Almore de Bay City. Moi, je ne tiens pas debout. La femme d'Almore s'était suicidée. Il y a eu une enquête et tout. Le verdict a été suicide. C'est dommage, de Garmont. Et qu'est-ce qui est dommage, fouineur? Que vous soyez stupide. Parce que vous êtes un type stupide, de Garmont. Oui. Vous ne faites que des choses stupides d'une façon stupide. Si vous aviez été seulement poli avec Patton quand vous êtes monté à Puma Point le mois dernier, vous auriez retrouvé votre Muriel. Si vous m'aviez fichu la paix dans la rue Altaïr, je ne serais pas allé consulter les dossiers de l'affaire Almore, ni les registres des mariages à Bay City. Est-ce que je ne t'ai jamais dit que les types comme toi se retrouvent tôt ou tard le nez dans le ruisseau? Ne t'occupe pas du lieutenant, fiston. Dis-moi plutôt ce que tu as trouvé sur ces registres de mariage. La Muriel Haviland, que vous connaissiez sous le nom de Muriel Chess, s'appelait en réalité Muriel de Garmo. Le lieutenant l'avait épousée il y a 3 ans. Ensuite, elle l'avait quitté pour le docteur Almore, pour un gigolo qui s'appelait Lavery, et pour quelques autres. Mais quand elle s'est trouvée compromise dans le meurtre de Florence Almore, de Garmo l'a tout de même laissé filer de Bay City. Muriel était une de ces femmes qui font passer les hommes dans des cerceaux. Ferme-la, sale fouineur, ferme-la! Laissez-le parler, lieutenant. Quelques jours après le meurtre de la femme d'Almore, Muriel a rencontré Bill Chess dans un bistrot d'Iverside. Et elle l'a fait passer dans ses cerceaux, lui aussi. Oui. Puis elle en a eu marre. Elle a demandé de l'argent à son vieux complice, le docteur Almore. Mais le docteur, qui était nerveux et plutôt près de ses sous, lui a mis de Garmo aux trousses. Vous ne m'aviez rien dit de tout cela, lieutenant? Et après, j'avais le droit de rechercher ma femme sans mettre au courant tous les culs terreux depuis ma pointe. D'accord. Mais vous n'aviez pas le droit de la laisser filer après le meurtre de Florence Almore. Oh, bon Dieu, que j'ai eu tort ou que j'ai eu raison, quelle importance maintenant? De toute façon, c'est fini, pas vrai? Elle est morte, noyée au fond du lac. Elle a payé, comme on dit. Et puis nous sommes ici pour nous occuper d'autre chose, non? Ah, ça c'est vrai. Si vous nous racontiez ce qu'on est censé faire, lieutenant. La femme de Kingsley a été étranglée la nuit dernière à Bay City. Et vous soupçonnez Kingsley? Tu l'as dit, papa. Mais maintenant, allons-y. Nous avons déjà perdu trop de temps. Oh, pas la peine de vous précipiter, lieutenant. Nous avons crié si fort que ça l'a tiré du lit. Alors, ça va mieux, monsieur Kingsley? Bonjour, shérif. Bonjour, Marlowe. Voilà le lieutenant de Garmo de la police de Bay City qui va vous parler. Je ne veux pas y aller par 4 chemins, Kingsley.
Votre femme est morte. On l'a retrouvée dans un hôtel de Bay City, étranglée. Vous ne le saviez pas encore. Sûr? Parce que je trouve que vous prenez ça rudement bien. Au fait, cette écharpe, elle est à vous? Dans un hôtel à Bay City. C'était là qu'elle était? Oui, c'était là qu'elle était, Kingsley. Et c'est là qu'on m'a assommé. Et qu'on l'a expédié dans un monde meilleur. Trêve de condoléances, Fouineur. J'ai posé une question à Kingsley et j'aimerais qu'il y réponde. Vous reconnaissez cette écharpe? Bien sûr, elle m'appartient. Je l'avais prêtée à Marlowe pour que ma femme puisse le reconnaître. Vous l'aviez prêtée à Marlowe? Oui. Sans blague. C'est vrai, ça, Fouineur? Si c'est vrai, ça te coûtera cher. Parce que je n'aime pas qu'on se paye ma tête. Alors, ne vous fâchez pas, lieutenant. Rappelez-vous plutôt ce que je vous ai dit, tout simplement que j'avais vu Kingsley porter l'écharpe. Ce qui, soit dit en passant, était la stricte vérité. Ah, bien sûr, j'aurais dû ajouter que je l'avais prise ensuite pour aller à Bay City. Oui. Tu as attendu d'être ici pour l'affirmer devant témoin. Combien est-ce que Kingsley te paye pour lui servir de couverture? Le tarif habituel. Plus $1000 si je peux prouver que sa femme n'a pas tué Lavery. Dommage que tu ne puisses pas gagner les $1000. Dommage qu'on ne puisse pas gagner $1000 toutes les 5 minutes. Parce que ceux que m'a promis Kingsley, c'est comme s'ils étaient dans ma poche. Je les ai gagnés, et bien gagnés. Personne ne le sait mieux que vous, de Garmot. Mais pourquoi le saurais-je? J'ai vu la femme de Kingsley une seule fois dans ma vie, pas plus tard que la nuit dernière, et elle était morte. Vous n'avez pas vu Crystal Kingsley la nuit dernière, lieutenant. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que vous n'avez pas vu Crystal la nuit dernière. Que vous ne l'avez même jamais vue. Et ceci pour la bonne raison que Crystal Kingsley est morte depuis 1 mois. Alors, vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant de Garmot. Vous n'allez pas essayer de me faire croire que vous ne saviez pas que la dame du lac, ce n'était pas Muriel. Et Madame Kingsley. Tu dérailles, Fouineur. Ah, je ne comprends plus, fiston. Bill Chess a reconnu... Bill Chess a vu des cheveux blonds, un collier de jade et serre mort. Tout le monde s'est trompé de blonde dans cette histoire. Ainsi, fiston, d'après toi, la femme noyée dans le lac est Crystal Kingsley, tandis que la femme étranglée au Granada Hotel est Muriel Chess. Poussez votre chansonnette tous les deux. Vous ne pourrez pas continuer longtemps. Ah, j'aimerais autant que vous rentriez ce revolver, lieutenant. Ça ne se fait pas beaucoup par ici de tirer sur les gens, hein? Quant à toi, fiston, explique-toi. Quand Muriel a su que son mari, le lieutenant de Garmot, était à sa recherche, elle a eu peur. Bon. Elle a décidé de filer au plus vite. De toute façon, elle en avait assez de Bill, de ses beuveries, de ses colères. Alors elle a trouvé le moyen idéal. Elle a profité de cette belle nuit de juin pendant laquelle elle était seule au bord du lac, avec une fille saoule et sans méfiance. Une fille, attention, une fille qui avait couché avec son mari quelques heures auparavant. Elle a assommé Crystal, et puis elle l'a traînée sous l'appontement avec un poids au pied. Oui, ainsi c'est Muriel qui m'a expédié ce télégramme d'El Paso. Exact, Kingsley. Ah, ça, le plan de Muriel était impeccable. Elle prenait les vêtements, les bijoux, l'argent liquide et la voiture de Crystal. Puis, arrivée à El Paso, elle changeait une fois de plus d'identité et... passait muscade. Plus de Muriel, plus de Crystal. Elle prenait un autre nom, elle se teignait en blond, en platine, en roux, et elle ramassait d'autres hommes pour les faire passer dans d'autres cerceaux. Moi, je lui trouvais l'air d'une brave gosse, un peu renfermée, oui, endormie. Je vais vous expliquer ce qui a cloché dans l'histoire de Muriel. À San Bernardino, elle est tombée sur un type qui la connaissait depuis longtemps et qui n'avait qu'à dire Muriel. Mais je l'ai rencontré le 14 juin à San Bernardino pour faire échouer toute la combinaison. Vous voyez de qui je veux parler, Kingsley? Lavery? Lavery lui-même. Alors ma pauvre Crystal est morte au fond du lac et c'est Muriel qui a tué Lavery. Et une fois le corps retrouvé, elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de le tuer. Dis-moi, fiston, il y a un détail qui m'échappe. Tu as bien dit que cette petite Muriel a été étranglée hier soir à Bay City. Mais tu n'as pas encore dit qui l'a étranglée. Ah. Quelqu'un qui croyait qu'elle méritait d'être tuée. Quelqu'un qui l'aimait et la haïssait. Quelqu'un qui était trop flic pour la laisser s'enfuir après un autre meurtre, mais pas assez flic pour l'arrêter. Quelqu'un qui surveillait la maison d'Almore et qui avait vu Muriel sortir de chez Lavery. Quelqu'un comme Jim de Garmot. Je ne crois pas que tu aies un revolver, Marlowe. Patton a le sien, mais il n'aura pas le temps de le sortir avant que je fasse un trou dans son gros bide. Alors je vais m'en aller. Ça ne peut pas se faire comme ça, lieutenant. Vous savez que je dois vous arrêter.
Il n'y a peut-être pas de preuves dans tout ça, mais je ne peux pas vous laisser partir. Vous êtes un brave gars, Patton. Et vous ne faites pas le poids. C'est vrai, je suis coupable, mais je ne me laisserai pas arrêter. Ne bouge pas de Garneau. Ah, faites pas l'imbécile, shérif. Vous n'avez pas risqué votre peau pour arrêter ce salaud. Adieu, grand-père. L'assassin de Marlowe! Je te remercie, fiston. Sans ta chaise, je prenais au moins un pruneau. Ah, le pauvre type, hein. Il aurait jamais dû me donner l'occasion de tirer. Je tire au pistolet depuis plus d'années qu'il n'en comptait sur la terre. Pourquoi a-t-il fait ça? Alors, il aurait pas dû. Oh, il a fait ça à cause d'une petite blonde bien tranquille, Patton. À cause d'une petite blonde au visage un peu endormi. À cause d'une fichue garce qui a suicidé Florence Almore, noyé Crystal Kingsley, démoli Bill Chase et tué Chris Lavery. Un fichu tableau de chasse. À partir de maintenant, plus rien n'aura jamais d'importance entre nous. Et pourtant, je crois que je vais vous choquer, Kingsley, et vous aussi, Patton, voyez-vous. Dans toute cette histoire, il n'y a qu'une seule personne qui m'inspire un peu d'affection et de pitié, oui. Et c'est de Garneau. C'est ce pauvre flic stupide qui a préféré tuer de ses propres mains la femme qu'il aimait, plutôt que de la laisser continuer. De Garneau, l'imbécile, qui a eu une vie idiote et une mort rudement moche.